Merci beaucoup, Désart, d'avoir accepté cette entrevue-là avec moi. Désart, tu es quelqu'un que je pense que j'admire beaucoup parce que je te vois passer sur LinkedIn avec tes publications. Mais qu'est-ce qui me fascine aussi dans ton parcours, c'est que tu es une fille en communication à la base et tu utilises ton talent de la photographie, tu utilises ton talent en communication et tu le ramènes à une cause. Et je pense que ça me rejoint énormément parce que je suis une fille de communication aussi et je rejoins les relations de presse qui est ma force pour promouvoir l'entrepreneuriat en situation de handicap ici au Québec. Déjà, présente-toi s'il te plaît. J'aimerais en savoir plus sur toi. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce que tu fais aujourd'hui? D'abord, Kim, j'aimerais te dire merci. Merci pour organiser ce moment de partage avec ton audience au Québec. Moi, je suis Desa Gembok. Je suis originaire du Cameroun. Je vis en France depuis presque 30 ans maintenant, donc je suis française. Et je suis une fille de la communication, comme tu l'as mentionné précédemment. Et l'art m'a toujours accompagnée tout au long de ma vie. Donc, la photographie fait partie de ça. Je suis tombée malade quand j'avais 4 ans. J'avais eu une maladie qui n'avait pas été diagnostiquée. J'habitais à l'époque au Cameroun et tout porte à croire que j'ai dû avoir un virus de la poliomyélite, mais j'étais vaccinée, donc on ne sait pas si c'est le vaccin qui a causé la maladie ou alors si c'est un autre variant du virus. Comme aujourd'hui, on sait qu'il y a eu plusieurs variants du coronavirus. Les médecins disent que peut-être à l'époque, ils ne savaient pas qu'il y avait des variants de la poliomyélite. Et donc, tout ça fait que quand je suis devenue adolescente, j'ai commencé à développer une scoliose qui m'a donné une insuffisance respiratoire très sévère. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a amenée en France parce que j'avais besoin de soins, d'opérations pour rester en vie. Donc voilà. Mais j'ai fini ce parcours hospitalier. J'ai décidé de retourner à l'école. En finissant mes études, c'est là où, en réalité, j'ai commencé à découvrir que être handicapé, avoir le label handicap, était un problème de société. Et c'est ça qui m'a amené à m'engager. J'ai voulu m'engager pour faire en sorte que les perceptions, les mauvaises perceptions que la société peut avoir sur les personnes handicapées changent. Donc, mon engagement, elle tient de mon parcours personnel et de mon parcours professionnel. Et donc, depuis presque 20 ans maintenant, je suis engagée d'abord par une association artistique que j'avais créée pour essayer de faire évoluer les perceptions à travers des projets artistiques, donc des campagnes grand public artistiques que j'ai fait avec beaucoup, beaucoup de plaisir, beaucoup de passion et beaucoup de détermination. Et ensuite, j'ai créé une agence de conseil en communication pour poursuivre cette mission à un niveau encore plus élevé. Et finalement, j'ai arrêté cette agence à cause de la crise du coronavirus, mais c'était un prétexte pour aller dans un projet beaucoup plus grand dont on va parler maintenant, qui Oui, est Addis exactement. Abeba. Mais qu'est-ce qui est spécial, là, c'est que on s'est connus en 2022, tu m'as contacté par LinkedIn. Tu étais vraiment à l'époque là en récolte d'informations. Alors, j'ai pu te voir indirectement, surveiller qu'est-ce que tu fais, si on peut dire, sans qu'on soit en contact direct. Toute l'évolution du projet, qui est la fondation AADI. Écoute, je veux que tu me parles des défis que tu as rencontrés en créant peut-être des préjugés que tu as eus aussi. Ça fait quand même presque 3 ans cette aventure-là qui a démarré, peut-être un peu plus aussi. Mais ça ressemble à quoi les défis que tu as vécus? Alors, j'ai envie de dire que les défis sont pour moi un prétexte à la créativité. Parce que c'est ça qui me permet aussi de réfléchir à des solutions innovantes pour pouvoir répondre à des problématiques de société. Le handicap, c'est une problématique de société. Les gens qui ne vivent pas le handicap ou qui ne côtoient pas le handicap sont à mille lieues de savoir le potentiel énorme que les personnes en situation de handicap ont, parce que, en fait, le handicap nous invite tous les jours à innover, à créer pour être
bien dans notre société. Parce que la société, en réalité, n'a pas été pensée et construite pour les personnes en situation de handicap. Donc, tous les jours, pour continuer à œuvrer, à sortir de chez nous, à aller à l'école, à aller au marché, à aller à un concert, à aller à une boîte de nuit, à faire comme le commun des mortels, ça demande beaucoup d'audace et beaucoup de créativité. Donc ça, c'est la première chose. Mais ces défis-là, par rapport à la création de Ahadi Foundation, je peux dire que mon parcours en tant qu'entrepreneur a facilité les choses. Parce que déjà, j'avais les clés, j'avais les codes. Je n'ai pas attendu que quelqu'un m'aide à monter le projet. Je l'ai monté toute seule. J'avais fait appel à un cabinet d'avocats parce que Ahadi Foundation avait besoin d'un conseil professionnel pour pouvoir monter les statuts correctement. Mais le cabinet a été très, très lent à réagir. Donc, du coup, je me suis documentée, j'ai écrit les statuts de ma fondation moi-même. Wow. Donc, la grosse difficulté que j'ai eue à un moment donné, c'était la création du compte bancaire, l'ouverture du compte bancaire. Donc ça a été un peu compliqué parce que les banques que j'ai sollicitées n'étaient pas réactives. Et j'avais besoin d'un compte. Et finalement, c'est l'une des banques, la Société Générale, qui a réagi. Et là, j'ai créé un compte professionnel là-dessus. Donc, les défis, c'était beaucoup plus à ce niveau-là. Mais d'un point de vue du projet, d'abord, ce qui m'a amené à travailler sur l'idée de créer Hadi Foundation, c'est d'abord le fait de me rendre compte qu'il y avait très peu de femmes en situation de handicap qui arrivaient à être dans des postes de leadership. Oui. Je regardais les statistiques parce que quand j'ai fermé mon entreprise, j'ai commencé à réfléchir à un nouveau projet et ce projet-là n'était pas encore tout à fait clair dans mon esprit. J'ai commencé à regarder les statistiques et je me suis rendu compte que dans mon parcours en tant qu'entrepreneur social, j'ai rencontré très peu de femmes handicapées dans toutes les instances dans lesquelles je participais. Il y avait très peu de femmes comme moi. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et en regardant les statistiques, il y a une étude de l'ONU Femmes en 2017 qui montre qu'il n'y avait que 2,3% de femmes en situation de handicap dans 19 pays dans le monde à occuper un poste de législateur, de cadre supérieur et de gestionnaire. Ça fait qu'il y a un gros trou dans la raquette. Et c'est ça qui m'a définitivement motivé à créer Hadi Foundation avec une ambition très forte. C'est que d'ici 5 ans, d'ici 2030, j'aimerais accompagner 1000 femmes en situation de handicap dans leur parcours de leadership. Voilà. Avec la Fondation dit qui offre justement des programmes, des différents innovants, des programmes, des accompagnements innovants, autant aux sphères artistiques, aux sphères entrepreneuriales, mais aussi pour leur permettre à ces femmes-là de développer leur leadership. Et ça s'adresse partout dans le monde, si je comprends bien, ou en France, ou ça s'adresse où exactement? Alors, c'est une très bonne question parce que mon ambition, c'est une ambition mondiale. Les Wow! femmes, où qu'elles soient, elles vont pouvoir intégrer notre programme de leadership à partir de janvier 2026. Donc, ce que je fais maintenant, c'est d'abord un programme pilote. Le programme pilote, il a commencé à être déployé en France. Ensuite, aujourd'hui, on est en train de le déployer en Afrique. Et ensuite, on va le déployer dans les autres pays. L'idée du pilote, c'est de comprendre très exactement la réalité de terrain, la réalité que vivent ces femmes, où qu'elles soient, pour pouvoir créer et adapter les outils qui répondent de manière efficace, précise à leurs besoins réels. Donc, on va prendre en compte à la fois leurs spécificités des différents handicaps, mais aussi les contextes culturels. Parce que la manière dont on peut adresser la problématique en France, c'est pas la même manière dont on va adresser la problématique au Canada ou en Afrique. Donc, on est obligé de passer par la phase pilote pour tirer les enseignements du terrain pour ajuster nos outils. Les Voilà. messages vont pas, tu as tout à fait raison. La manière qu'on va parler du handicap en France, ici au Québec, va être complètement différent et ça va dépendre aussi de l'avancement des acteurs économiques, où est-ce qu'ils en sont ici. Et ça m'amène à réfléchir avec toi parce que c'est pour ça que je te parle aujourd'hui, parce que moi, quand je tape dans Google entrepreneuriat, handicap, il y a beaucoup d'initiatives en France. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ça me donne beaucoup d'initiatives depuis.
ça va être toi qui vas me le dire, un certain temps. Et ici au Québec, nada. C'est comme si la diversité, on promouvoit beaucoup la diversité, mais le handicap, c'est pas ce qui va être mentionné. Dans le sens, dans les programmes, c'est pas le handicap qui va être mentionné. Alors, moi, je me demandais, en France, quand est-ce que tu as senti que la société commençait à s'adapter, que ça commençait, parce que j'ai l'impression que ça fait un petit peu plus que 2 ans, c'est déjà un mouvement qui montait, mais qui prend de plus en plus d'ampleur. Oui, j'ai envie de dire en réalité que l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat des personnes en situation de handicap commence à prendre de l'ampleur, mais ça commence à prendre de l'ampleur seulement, j'ai envie de dire, les 10 dernières années. Oui, c'est vrai. Avant cela, c'était très timide, mais avec tous les mouvements à impact social de l'économie sociale et solidaire, de la loi Macron, qui reconnaît la qualité de TIH, c'est travailleurs indépendants handicapés. Ce que je me Euh, rends compte, c'est que les personnes en situation de handicap ont justement ce côté-là social qui est très élevé, beaucoup plus que ça, c'est mes petites recherches à moi quand je questionne les personnes en situation de handicap. Pourquoi elles ont créé l'entreprise? Ben, c'était pour répondre à leurs propres problèmes, créer leur opportunité pour pas dépendre de la société. Mais ça vient avec une cause sociale, soit des organismes sans but lucratif, soit des projets qui veulent avoir un impact. Alors, c'est super important qu'on nous considère parce que je trouve on apporte beaucoup à la société, mais on n'est pas assez considéré. Nos idées sont pas assez considérées. C'est peut-être parce qu'on n'a pas le background aussi. Moi, j'ai du background en communication, mais c'est pas tout le monde qui sont paralysés, qui vont savoir comment s'adresser aux gens. Fait que je suppose que ça, c'est des trucs que tu travailles avec la fondation aussi. alors, la Fondation agit à 2 niveaux. Le premier niveau, qui est le programme de leadership, s'adresse à des femmes en situation de handicap qui sont déjà préétablies dans leur leadership. Ah En oui? réalité, on les choisit sur l'un des 3 critères qui est soit elles sont déjà chefs d'entreprise, soit elles sont salariées avec un statut de cadre, soit elles sont élues politiques. Parce que comme j'affiche une ambition très forte d'ici 2037, c'est demain 2030, on a envie d'accompagner 1 000 femmes dans leur parcours de leadership. Ça veut dire que si on ne cadre pas l'accompagnement, on ne va pas réussir cette ambition. Donc, on part déjà de ces femmes-là qui sont déjà préétablies dans leur carrière pour renforcer leurs capacités à travers 7 modules. C'est les modules de développement personnel, de co-développement, d'émancipation économique, de média training, de plaidoyer et de personal branding. J'ai oublié le community organizing parce que c'est important d'être ensemble pour développer un pouvoir collectif. C'est ça le programme de leadership. On part des femmes qui sont déjà préétablies pour renforcer leurs compétences, ensuite les mettre en visibilité. Et une fois que c'est fait, on ouvre le programme communautaire, Ahadi Community. C'est Ahadi Community qui va accueillir toutes les autres femmes en situation de handicap qui ne sont pas encore préétablies et qui ont envie de prendre l'ascenseur social. Et c'est avec ces femmes-là, on leur propose un programme de développement personnel pendant 6 mois. C'est vraiment juste l'idée de leur donner envie et de leur donner les clés pour se penser comme des leaders et se construire comme des leaders. Au-delà de ces 6 mois, elles seront ensuite remises dans des programmes de nos partenaires. Si elles veulent créer leur entreprise, elles seront aidées pour créer leur entreprise. Si elles veulent chercher un travail ou alors qu'elles sont employées, mais avec un rôle subalterne, on va les aider à construire un plan de carrière pour faire les formations nécessaires et monter en compétences et prendre des responsabilités et devenir cadres. Si elles ont des appétences politiques, on va les aider à prendre un mandat politique, à se présenter aux élections et à gagner les élections. Wow! Voilà un peu l'ambition de Ahadi Foundation. Mais je voulais revenir un peu sur le fait que le handicap, souvent, oui, du fait de rencontrer des difficultés à trouver un emploi, pousse souvent à créer son emploi. Mais là, il y a besoin de renforcer les compétences parce que la création de l'emploi
S'il n'y a pas de compétences derrière, on ne va pas réussir le projet de création. Ça passe aussi par l'acceptation de sa différence, puis d'être capable de mettre des mots à qu'est-ce qu'on vit, parce que je me rends compte, c'est moi, je dis le mot créer ses opportunités, pour moi, ça, c'est autant emploi, c'est autant entreprise, fait que je pense qu'on parle du même langage, mais pour créer ces opportunités, comme tu dis, c'est important, je pense, de faire qu'est-ce que tu fais, parce que tu fais un accompagnement personnel pour que la personne ait une meilleure estime de ses capacités aussi. Et c'est une étape essentielle. Il y en a qui l'ont très tôt, mais moi, j'aurais aimé ça, avoir cette confiance-là plus tôt dans mon parcours. Mais c'est vraiment quand j'ai reparti mon audition à zéro que j'ai accepté ma surdité, puis c'est juste depuis 2018, là. Fait que c'est encore récent. J'ai accepté ma surdité et c'est là que j'ai pris confiance de ma débrouillardise. Mais beaucoup de femmes en fonction de leur handicap, de leurs défis, sont pas, surtout si elles sont intégrées dans la société, sont pas conscients de leur capacité, du pouvoir qu'elles peuvent avoir. Alors, je trouve ça super important. Qu'est-ce que tu fais? C'est comme un programme de départ qui leur permet de se réaliser autrement, de voir le potentiel qu'elles peuvent avoir. Donc, c'est quand même une étape importante aussi. C'est exactement cela, mais aussi le fait de les mettre en communauté, parce que comme on commence une communauté en France, on continue avec la communauté en Afrique et on les mélange tout ensemble. Donc, elles ont des choses à s'apprendre les unes des autres. Quand elles écoutent les parcours des unes des autres, ça les inspire davantage, ça les motive davantage et ça leur permet d'aller beaucoup plus loin par rapport aux difficultés qui peuvent être les leurs. Elles vont les dépasser très vite. Donc, l'idée de vraiment cette communauté mondiale est importante et au cœur du projet de Hadi Foundation. Ton projet a commencé en 2022, tu as fait beaucoup de recherches. Je fais partie des gens qui t'avaient interviewé aussi pour ramasser certaines informations. Euh, qui t'aide en ce moment? Qui t'a réellement aidé à bâtir? Parce que moi, à chaque fois que je vois des photos de toi dans l'action, tu vas présenter ton projet à énormément de personnes, des acteurs économiques, tu bouges. Je suppose que tu as bâti une équipe, tu es allé chercher du financement aussi. Qu'est-ce qui t'a vraiment aidé ou qui t'a vraiment aidé en France à mettre ça en place? Alors, j'ai envie de dire que d'abord, l'entourage personnel est très, très Ah important. oui, Parce que si on fait un projet et qu'on n'a pas les gens qui sont autour de nous, qui comprennent et qui soutiennent ce projet-là, ça peut être très compliqué. c'est vrai. Donc, j'ai la chance d'avoir vraiment un entourage personnel formidable pour m'aider à porter au quotidien le projet qui est le mien. Et c'est cet entourage personnel que j'ai sollicité en premier pour venir dans le conseil d'administration. Donc, j'ai sollicité l'une de mes sœurs, deux de mes amies, l'une de mes anciennes salariées pour venir dans le conseil d'administration. Et ensuite, j'ai créé un advisory board. C'est un comité de conseillers stratégiques qui Ah, viennent aussi réfléchir avec moi au moment où j'ai des questions. Je peux les inviter à réfléchir avec moi ou à challenger les décisions que je peux prendre. Donc déjà, ces deux organes sont hyper importants pour la réflexion globale et le réseau qu'on peut aller ouvrir pour aller un peu plus loin. Ensuite, on va aller chercher d'autres alliés parmi les financeurs. Parmi les financeurs, on va aller solliciter des fondations et je vais citer la Fondation Malakoff Humanis, qui est la première réellement à me faire grandement confiance pour mettre les financements nécessaires pour déployer le pilote en France. Ensuite, là, je présente beaucoup mon projet puisque je suis aussi conférencière. Quand je vais faire une conférence dans une entreprise, évidemment, je les embarque dans le projet qui est le mien, mais qui n'est pas que mon projet parce que la question du handicap, c'est une question de société. Et tout le monde doit être partie prenante pour qu'on arrive à lever les barrières que les femmes handicapées rencontrent dans leur vie de tous les jours, que ce soit dans la vie sociale, que ce soit dans la vie politique ou que ce soit dans la vie au sein des entreprises. Donc après, j'ai été aux États-Unis assez récemment. J'ai participé à pas mal de congrès au niveau des Nations Unies qui permet aussi de parler à un peu plus de personnes. Et là, j'ai créé un fonds de soutien des amis américains de Hadi Foundation à New York. Donc, en réalité, le projet, il est global, il est mondial et il va aller susciter des alliés un peu partout
pour permettre de venir le soutenir pour qu'il puisse se réaliser. Parce que, je T'as rappelle, vraiment une grande vision. C'est quelque chose, puis ça prend des gens qui te soutiennent dans cette vision-là. Toi, t'es rendu vraiment loin, là, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Dirais-tu qu'est-ce qui te rend le plus fier d'avoir accompli depuis 2022, là? Y a-t-il une réalisation, au pire, un nombre de personnes que tu as accompagnées ou une réalisation importante dont tu es très fière? alors là, je peux dire, sans même réfléchir, que je suis très fière qu'on ait lancé le programme pilote en octobre dernier en France. Mais le fait de l'avoir lancé en France en octobre dernier, idéalement, j'avais dit que je prendrais 20 femmes en France, 20 femmes en Afrique et 20 femmes dans les autres pays d'Europe et d'Amérique. Mais en réalité, on a eu beaucoup de femmes qui ont répondu en Afrique. On a eu plus de 80 candidatures en Afrique. Oh, Donc, wow! du coup, au lieu de prendre 20 femmes, j'ai pris 47 femmes en Afrique. Donc aujourd'hui, depuis octobre, on a lancé le programme. À aujourd'hui, on a 77 femmes dans 15 pays dans le monde qui suivent le programme AADI Leadership. Donc c'est excellent et c'est vraiment une nouvelle qui me rend fière. Et quand aujourd'hui on a fait un séminaire online qui rassemblait des participantes en Afrique et des participantes en France, là j'ai pu voir aussi l'émulation entre elles. Là, c'était un séminaire sur le community organizing, comment on construit un pouvoir collectif. Mais pour pouvoir construire ce pouvoir collectif, on est obligé de passer par qu'est-ce qui nous réunit, qu'est-ce qui fait qu'on est ici aujourd'hui. Et en écoutant ces histoires, j'étais juste très heureuse de voir ce qu'on est en train d'accomplir auprès et aux côtés de ces femmes-là. Voilà. Quand tu parles avec ces femmes-là, quels sont les préjugés qui sont encore présents en France ou en Afrique? C'est impressionnant parce qu'on n'y pense pas aussi en Afrique. Il y en a aussi des personnes en situation de handicap qui ont des réalités complètement différentes aussi qu'en France. Mais avec ton expérience, c'est quoi les préjugés qui persistent encore par rapport à ces femmes-là qui ont un handicap, mais qui ont ce désir-là d'avoir un impact, de laisser des traces? Alors, d'abord, ici en France, j'ai envie de dire que quand j'ai créé la Fondation Ahadi, j'ai assigné trois rôles aux ambassadrices qui participent au programme, donc à toutes ces femmes leaders qui Ah, participent tu as au. des ambassadrices, t'as sélectionné des gens qui vont faire du recrutement? En fait, non, c'est toutes Ah, les femmes qui participent que j'appelle ambassadrices. ah, Parce qu'une fois qu'elles participent dans le programme, elles vont redonner aussi à la société, elles vont redonner à d'autres femmes. Et donc, c'est pour ça que je les appelle tout de suite nos ambassadrices, parce que elles sauront parler pour Ahadi, elles parleront au nom de Ahadi, parce qu'elles incarnent la vision et l'ambition et la mission de Ahadi. Donc, du coup, les trois rôles qu'elles ont à jouer, le premier rôle, c'est de faire du plaidoyer. Le plaidoyer, c'est avec les institutions étatiques sur 4 articles de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. C'est les articles sur les discriminations croisées, sur l'emploi, sur l'accessibilité et sur la participation à la vie politique. Le deuxième rôle qui vient répondre à la question des préjugés, c'est celui d'occuper l'espace médiatique pour ah, marteler sur l'expertise professionnelle, pour écrire un nouveau narratif sur les compétences et le handicap. Donc, aujourd'hui, il y a toujours une présomption d'incompétence qui est associée au handicap. Dès qu'on voit une personne handicapée, on croit qu'elle ne peut rien faire, on croit elle sera pas productive, elle sera à la charge de l'entreprise. Donc, ce préjugé-là, on a besoin de le gommer, on a besoin de l'effacer, mais on l'effacera en montrant des success stories de ces femmes qui arrivent à être en situation de handicap comme elles le sont, avec fierté, mais qui arrivent à être à la tête de leur entreprise, qui arrivent à être à la tête des organisations, qui peuvent manager d'autres personnes, qui arrivent à être des élus politiques. Donc, c'est en racontant ces histoires qu'on arrivera à gommer cette présomption d'incompétence. Donc, ça, c'est un préjugé qui est vraiment ancré encore aujourd'hui. Et ce que j'ai entendu ces autres femmes en Afrique nous raconter aujourd'hui, c'est la même chose. C'est aussi de dire que dans les familles, souvent, comme il peut avoir des difficultés en termes financiers, souvent les familles ne vont pas investir sur l'enfant qui est en situation de handicap pour privilégier les autres qui ne sont pas en situation de handicap. Donc on ne va pas forcément envoyer l'enfant en situation de handicap à l'école,
parce qu'on croit que c'est une charge pour rien et que cet enfant ne pourra rien faire du tout. Donc, ce préjugé-là, on a aussi besoin de le dégommer pour montrer aux familles et aux parents qu'il faut investir de la même manière sur les enfants en situation de handicap que sur les autres enfants pour permettre à cet enfant de déployer son potentiel, de libérer son potentiel et de pouvoir être un citoyen accompli plus tard. Puis ici au Québec, avec mes entrevues que j'ai faites, je me réalise que les médias vont présenter les personnes en situation de handicap de façon inspirante. Donc, sur un axe inspirant, mais moins sur leurs compétences. Est-ce que tu as l'impression que c'est beaucoup ça en France aussi, dans les médias, on les présente comme des personnes inspirantes, parcours inspirants, mais c'est pas ça dont on aimerait qu'on parle, c'est plus les compétences qu'elles, leur débrouillardise. Toi, tu sais, as des limites qui sont complètement différentes que les miennes. Moi, je te vois aller, puis je me dis, mon Dieu, elle a tellement une énergie qui est incroyable. Moi, mes défis sont communicationnels, le son m'épuise, je suis tout le temps fatiguée, donc je vais être limitée à d'autres réalités. Mais c'est pas tant de ça qu'on parle, aussi de la débrouillardise puis des solutions qu'on trouve pour contrer ces défis-là au quotidien. As-tu l'impression vraiment que les médias en France présentent encore trop de portraits inspirants? Oui. Alors, ça, c'est une question hyper intéressante parce qu'en réalité, on va toujours voir la personne handicapée soit comme une personne inspirante, on va la mettre sur un piédestal comme si c'était un super-héros, ou alors on va la voir comme une personne misérable. Donc, il n'y a pas réellement de juste milieu quand on parle de personnes en situation de handicap. Donc, soit c'est des personnes inspirantes, on est bluffé même quand elles ne font pas grand-chose, parce que c'est une personne en situation de handicap, on va la trouver inspirante. Ou alors, quand on ne la trouve pas inspirante du tout, on va dire la pauvre personne, la misérable, ainsi de suite. Aujourd'hui, dans notre programme de leadership, on fait du media training. On fait du Ah, media training pour que les femmes en situation de handicap qui participent dans notre programme, c'est elles qui vont mener les interviews. Parce que le journaliste, il va toujours avoir un biais et le biais va toujours pousser la personne vers l'inspirationnel. La personne, elle va revenir sur les compétences et rien que sur les compétences. Et c'est comme donc, ça aussi de lui qu'on va apprendre à mettre les bons mots pour comme prendre le exactement contrôle. et à ne pas répondre aux questions qui l'amènent dans les histoires de handicap. Elles sont là pour écrire un nouveau narratif sur les compétences. Donc, elles vont recadrer et ne pas répondre parce que des fois, ben, les journalistes, ils ont des biais. Et donc, s'ils sont mal à l'aise face à une personne en situation de handicap, la personne, comme elle a confiance et comme elle a les outils, c'est elle qui va leader l'interview. Donc, en réalité, oui, on est toujours encore sur beaucoup d'inspiration, malheureusement. Et donc, c'est à nous de reprendre le pouvoir et de contribuer à écrire ce nouveau narratif qui va parler de nos compétences. Puis je me rends compte en te parlant que c'est un problème universel, là. Puis c'est dans notre façon de te présenter aussi. Tu vas toujours avoir des gens, une catégorie de personnes qui va chialer, qui va avoir une attitude négative, qui va se plaindre de la société. Mais on a cette possibilité-là aussi de créer ses propres opportunités, d'être acteur de changement de notre propre parcours, si on peut dire, mais c'est pas des compétences que l'on apprend ou que l'on développe. Comment je pourrais dire ça? Il n'existe pas grand-chose aux études primaires ou à ce soit. Les personnes en situation de handicap, bon, il y en a d'autres, il y en a qui décident d'être inclus dans des classes normales comme moi. Il y en a d'autres qui vont être placés dans des classes spécialisées, adaptées. Mais on ne va pas aller développer ces petits côtés-là de confiance en soi, de leur donner, de leur montrer qu'ils sont possibles, qu'il est possible pour elles si elles ont le désir, surtout. Il ne faut pas forcer les gens de créer leur propre opportunité. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment un travail important que tu fais parce que oui, le développement personnel, c'est pas juste une, euh, une idée d'entreprendre, mais le développement personnel dans ce processus-là est hyper important. Et c'est drôle parce que tout ce que tu me dis, ça ressemble à la base
des programmes qui existent déjà pour entrepreneurs. On va toujours parler de développement personnel avant de parler de développement professionnel. C'est similaire. C'est simplement qu'on dirait que il faut en créer qui sont plus adaptés parce que les gens vont, mais le but, c'est pas d'exclure aussi, mais les gens vont se ressentir plus à l'aise avec des gens qui connaissent la réalité. Bien sûr, mais en fait, il est hyper important de mettre des personnes dans un environnement sécurisant C'est pour ça. pouvoir leur permettre de libérer la parole. Parce que souvent, quand ils sont face à des gens qui ne connaissent pas leur réalité, qui peuvent avoir des jugements parce qu'ils ne connaissent pas, donc là, il est important de créer cet espace sécurisant pour leur permettre de libérer toutes les tensions et tous les préjugés qu'ils ont accumulés. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des situations tellement terribles qu'ils ont gardé ça en eux et ça va les impacter négativement dans leur parcours. Donc, le fait de libérer la parole, de permettre de s'auto-inspirer, de s'auto-émuler, de s'auto-porter et ensuite les renvoyer dans la société. Parce qu'il n'est pas question de créer une société à part avec seulement des personnes en situation de handicap. Non, 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 non. C'est juste de créer cet espace, de renforcer leur capacité, de leur redonner confiance et de les remettre dans la société avec les autres. Quand j'ai accepté ma surdité, moi, j'ai été très inclus. J'ai toujours voulu être comme les autres. Me suis inclus, mais j'en ai arraché à l'école parce que je n'étais pas capable de nommer mes difficultés. J'en ai arraché lorsque je me cherchais des emplois parce que je nommais pas moi-même mes défis puis les solutions possibles. Donc, c'est ça de créer ces opportunités, c'est d'être capable de le nommer aussi. Mais dans ma démarche d'acceptation de ma surdité, j'ai été dans des écoles adaptées. Puis, je suis allée questionner la directrice générale. J'ai dit, écoute, qu'est-ce que j'aurais appris de plus si j'aurais été dans une école adaptée? Mais c'est sûr que il y a plein de matières théoriques que j'ai pas retenues à l'école normale, que j'aurais pu avoir un accompagnement beaucoup plus adapté. Mais je réalisais que aussi, même les gens qui sont dans des écoles adaptées, dans des environnements adaptés, avaient des défis en sortant de là parce que la confiance en soi, l'acceptation, étant donné qu'ils ont toujours été dans des environnements adaptés, ils doivent l'acquérir aussi au travers. Donc, il y a autant des, ça montre à quel point la société doit être plus inclusive, comme tu dis, Oui, pour favoriser ces échanges-là, que ça soit absolument. naturel de dire, ben moi j'ai une surdité, ça paraît pas, mais j'ai appris à parler, mon accent, ma voix n'est pas celle que tu entends en ce moment, elle n'a jamais été comme ça aussi, mais c'est moi qui ai créé cette opportunité-là aussi. Donc, c'est à quel point l'environnement est super important. Puis ce que tu dis, ça me rejoint énormément pour que ça soit facile pour la personne de nommer ses défis. Même moi, c'est sûr que je représente l'handicap invisible, mais les personnes qui ont des handicaps physiques ont tellement été, comment je pourrais dire ça, marquées par des mauvaises expériences qu'ils n'osent plus le dire. Est-ce que je me trompe? Oui, oui, c'est exact. Et puis, oui, je vois beaucoup de témoignages, beaucoup de gens m'écrivent sur LinkedIn, même en message privé, pour me faire part des jugements de valeur qu'on leur porte simplement par rapport à leur handicap physique. Et ça, c'est des choses qui font très, très mal parce C'est que je vrai. n'arrive pas à comprendre qu'on soit encore à ce niveau de juger des personnes simplement parce qu'elles sont différentes, qu'elles ne font pas, elles ne nous ressemblent pas. Mais on oublie que la différence, c'est ça qui fait aussi la beauté de notre société, de la nature. Mais c'est moi qui n'avais pas côtoyé, j'ai toujours été dans un environnement normal. J'ai commencé à côtoyer des personnes complètement différentes après avoir accepté ma surdité. Et je trouve ça tellement hot parce que les personnes aveugles, tu sais, je me demande comment ils font pour regarder les médias sociaux, comment ils font pour écrire leurs textes, mais ça s'entoure, ça utilise des technologies, ça utilise. C'est ça la débrouillardise. C'est la Bien sûr. débrouillardise qu'on a pour fonctionner dans un environnement qui n'est pas adapté, mais les gens ne comprennent pas que ça demande un effort de plus, mais ils ne comprennent pas aussi qu'à chaque action qu'on va faire, il y a une réflexion aussi qui se fait derrière ça. Comment est-ce que je vais me déplacer? Qui va être mon accompagnateur?
qu'est-ce que je peux faire pour retenir l'information plus facilement? Et c'est pour ça que les gens que j'interviewe me disent qu'ils sont beaucoup plus à l'aise, les personnes en situation de handicap, de travailler dans des milieux qui connaissent déjà la réalité parce que ils n'ont pas justement à faire toutes ces démarches-là de se prouver, puis mais Mhm. ces milieux-là sont pas plus nombreux que ça. Oui, ça me renvoie à deux ou trois réflexions. La première réflexion, c'est que, en réalité, le handicap, c'est un moteur d'innovation. Oui, C'est un exact. moteur d'innovation. Grâce au handicap, on peut créer des technologies qui vont être bénéfiques à l'ensemble de la société. Donc, il y Exact. a des choses qu'on pense pour le handicap, pour compenser le handicap, qui ensuite bénéficient à l'ensemble de la société. Je donne un exemple de la télécommande. La télécommande, elle a été créée pour des personnes avec un handicap physique qui ne pouvaient pas se lever pour aller, parce qu'à la base, les boutons pour allumer la télé et éteindre la télé, c'était à la télé. Il n'y avait pas de télécommande. Donc, on a créé la télécommande pour répondre à un besoin de handicap. Et aujourd'hui, monsieur tout le monde est affaissé sur son sofa et zappe avec la télécommande. La même chose avec les lunettes de soleil. Au départ, on a créé pour des personnes qui avaient des problématiques visuelles. Et aujourd'hui, tout le monde se met avec des lunettes de soleil pour se pavaner quand il fait juste un peu beau. Donc, juste pour dire que le handicap, ça crée de nouveaux marchés. Ça crée de la richesse. Ça crée des nouveaux outils qui vont ensuite faciliter la vie de tout un chacun. Ça va maximiser le confort de vie pour tout le monde. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. La deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que d'être dans un environnement protégé, c'est bien et c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'en fait, on n'est pas au contact direct avec la société. On n'est pas en prise avec la société. Et ça fait que des fois, on a juste envie de rester dans cet espace parce que on se sent sécurisé, mais on passe à côté de la réalité sociale de la vie en réalité. Je discutais avec un parent récemment dont son enfant est dans un ESAT, c'est des établissements de services protégés ici en France. Je ne sais pas si on dit le même terme là-bas au Québec. C'est Mais des en fait, établissements. service protégé, non, je connaissais pas cet échange-là. Oui, ici on a des entreprises qui embauchent que des personnes concernées par le Ah, handicap. OK, adapté. Nous autres, c'est C'est ça. plus une entreprise adaptée qu'on va dire. D'accord. Nous, on a à la fois des entreprises adaptées et des entreprises des ESAT. Les ESAT ont à 100% de personnes Oui, concernées par le handicap et les entreprises adaptées à 80% des personnes concernées par le handicap. Mais dans les ESAT, on trouve beaucoup de personnes avec des handicaps intellectuels ou oui. des handicaps cognitifs. Donc, certains, normalement, peuvent travailler dans un milieu ordinaire. Mais du fait d'avoir été habitués seulement à travailler dans les ESAT, ils vont avoir peur du milieu ordinaire. Donc, du coup, même s'ils ont des capacités qui peuvent leur permettre de travailler dans le milieu ordinaire, ils vont rester enfermés dans les ZAD. C'est Mais les intéressant qu'est-ce que tu dis parce que c'est vraiment l'environnement. Exemple, une personne qui est sourde, née dans une famille sourde, dans un environnement sourd, une culture sourde, ben c'est sûr que son réflexe, ça va être de continuer ça, mais elle n'aura pas le réflexe de sortir de son milieu pour créer ces opportunités-là. On ne va pas la forcer ou quoi que ce soit. Comme moi, il y a plusieurs personnes sourdes de la communauté sourde qui me disent comment tu as fait. Ben, je sais pas, moi, je sais pas, j'ai utilisé le web. Le web, pour moi, ça a été une façon de contrer mes défis au quotidien, puis d'aller vers les gens, puis de ne pas être limité par mes défis. Mais c'est vraiment intéressant parce que tu me prouves que dans l'entrepreneuriat, puis dans le développement professionnel aussi, l'environnement, si est dans une entreprise adaptée, ben, n'est pas nécessairement en contact avec des personnes normales. C'est vraiment important d'avoir des environnements capacitants qui vont donner envie aux personnes d'aller dépasser leurs défis pour trouver des solutions. Mais si l'environnement est capacitant, la personne va avoir cette opportunité d'aller dépasser ces défis. Si l'environnement n'est pas capacitant, la personne, elle va déjà voir la difficulté avec l'environnement pour rester dans ses propres défis et s'enfermer davantage. Donc, c'est aussi à la société aujourd'hui de s'engager pour que tous les environnements soient capacitants.
je pars de l'école. Si l'école est capacitante, tous les élèves qui vont aller à l'école avec des situations de handicap vont trouver les ressources nécessaires pour développer leur potentiel. Ici, on commence à dire le terme, ben, en fait, commence, là, ça fait peut-être 1 an, c'est entrepreneuriat inclusif. Donc, que toi, tu appelles peut-être capacitant. Moi, je n'utilisais pas ce mot-là. Mais ici, c'est un peu l'entrepreneuriat inclusif qui touche autant les entrepreneurs d'ouvrir leur environnement, une ouverture, mais autant aussi les entrepreneurs en situation de handicap d'être, d'aller chercher ces aides-là par eux-mêmes pour être capacitants puis de créer leur propre opportunité. Fait que c'est super important. Dirais-tu qu'il y a des initiatives en France qui sont porteurs? Il y a ta fondation qui est une initiative en soi, mais qu'il y a d'autres modèles en France auxquels le Québec ou d'autres pays devraient s'inspirer parce que ben, j'ai l'impression aux États-Unis, ça mêle avec ce qui se passe, c'est autre chose. Mais y a-t-il des modèles en France qu'on devrait s'inspirer ou des façons de faire? Parce qu'il y a quand même un bon mouvement là, depuis quelques années. Donc, y a-t-il des initiatives, des pratiques qui se font en France qu'on devrait s'inspirer, qui permettent justement le développement de compétences entrepreneuriales chez les gens? Oui, 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 je pense qu'il faut financer, en fait, parce que tout ça part du financement. Oui, Si on arrive à financer des structures qui accompagnent le développement de l'entrepreneuriat, ça, c'est un pas. En France, on a la GEFIP, OK. la GEFIP qui finance. Avant, le financement de la GEFIP était important, mais de plus en plus, les financements de la GEFIP sont réduits. Moi, quand j'ai créé mon entreprise, la toute première, j'ai eu un financement de la GEFIP en tant que travailleur indépendant handicapé qui crée sa propre boîte. J'avais eu, je crois, 8 000 euros. OK. Et ça, c'est pas du tout un prêt, c'est une subvention qui est donnée. Oui. Et ça, c'est un vrai coup de pouce. C'était un vrai coup de pouce. Mais aujourd'hui, ces financements sont à peu près autour de 3 000, 5 000 euros. C'est Pourquoi un sont peu... réduits? Pourquoi sont réduits? En fait, je crois que c'est des problèmes structurels liés à l'organisation. Et C'est ici, dommage. C'est dommage parce qu'on a besoin d'avoir un fonds qui Ici peut... au Québec, il y a beaucoup de réductions aussi, mais c'est pas par rapport à l'entrepreneuriat, mais c'est par rapport au soutien à l'aide domicile des personnes en situation de handicap, les réductions en lien avec en fait, le seul programme, le programme qui accompagnait les entrepreneurs en situation de handicap, mais qui n'était pas vraiment promu à l'époque, a été fermé il y a peut-être 2 ans. Fait qu'il n'existe plus vraiment à part un organisme qui s'appelle Evol, qui a eu de l'entrepreneuriat qui a eu un gros montant pour l'entrepreneuriat inclusif, mais on parle pas du handicap là-dedans, là. Tu sais, le handicap n'est pas mis en avant-plan, c'est beaucoup plus la diversité, les couleurs, il y a beaucoup de programmes pour les Noirs, il y a beaucoup de programmes pour les femmes, qui veulent prendre plus de leadership, mais le mot handicap n'est pas tant associé. Puis il y a eu beaucoup de réductions aussi sur le plan personnel. Fait que tu dirais que c'est vraiment les priorités du gouvernement au fait. D'accord. Mais moi, j'ai envie de dire qu'il faut impérativement les forcer à mettre le mot handicap dans ces programmes de diversité. Plus on va laisser ça sans le nommer, On en, l- normalise, en mais on l'in- vient rejoindre ces personnes-là aussi. c'est ça, si on ne nomme pas, on invisibilise. Et si on invisibilise, ça n'existe pas. Donc, du coup, peut-être que l'action à faire, c'est de faire en sorte que nommément, on mette personnes en situation de handicap aussi dans tous ces différents programmes. Je voulais aussi parler de la Fondation Banque Populaire. C'est une fondation d'entreprise qui finance aussi les projets entrepreneuriaux des personnes en situation de handicap. J'ai été aussi accompagné par cette fondation et j'ai reçu près de 30 000 euros C'est bon. pour lancer ma propre entreprise. Donc là, je peux dire que c'est un vrai soutien Oui, parce que ce n'est vraiment. pas un prêt, c'est vraiment une aide pour asseoir son projet de vie. Et la fondation continue, la fondation Banque Populaire continue de faire ça. Malheureusement, il y a très peu de fondations qui investissent dans l'entrepreneuriat des personnes en situation de handicap. Mais dans Ça, l'individu,
dans le fond, dans l'individu, pas juste oui, le projet, mais dans l'individu de la personne pour l'encourager à faire ça, là, à faire à réaliser ses projets, là, tu sais. En réalité, ici, ce qui est beaucoup dans les financements, ce qui est beaucoup accordé, c'est au niveau des associations concernées par le handicap, des associations de personnes handicapées ou des associations qui touchent des problématiques du handicap. Ils ont beaucoup de financement. Mais en tant qu'entrepreneur indépendant handicapé, on a très peu de financement. C'est vrai. Donc, en réalité, ce qu'on doit faire aussi, c'est de militer auprès des pouvoirs publics pour Exact. avoir un fonds dédié qui finance les entreprises créées par des personnes en situation de handicap. Ça prend des gens comme toi, déjà, ça prend des gens qui se battent et qui utilisent justement le web, les médias sociaux pour aller faire passer le message là universellement. Déjà, ça termine déjà l'entrevue. Pour moi, je suis vraiment contente d'avoir eu l'occasion d'échanger avec toi. Je me rends compte qu'il y a certaines similitudes, mais comme tu disais dans le départ, c'était une question aussi que c'est les termes qu'on utilise vont être différents de la manière qu'on amène le sujet, mais la problématique est déjà universelle en francophonie. C'est sûr que la France, moi, je trouve que vous êtes très avancé sur plusieurs aspects. Il y a beaucoup de programmes, de mouvements. Mais le manque de soutien, le manque de financement est aussi présent au Québec et en France. Qu'est-ce que tu dirais maintenant pour terminer l'entrevue aux entrepreneurs qui souhaiteraient, peu importe où est-ce qu'ils sont dans le monde, quelles sont la première action qu'ils devraient avoir ou la première chose qu'ils devraient faire pour s'ouvrir autrement et de voir qu'elles peuvent créer leur propre opportunité. Alors, j'ai envie de dire que c'est pas aussi simple que ça en fonction de là où on est. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est d'aller chercher l'information. C'est d'aller voir des entrepreneurs en situation de handicap qui ont réussi et d'aller échanger avec ces Les entrepreneurs-là. modèles sont importants. Exactement. Parce que tant qu'on n'a pas de modèle, on n'imagine pas que c'est possible. Donc, C'est il ne faut pas hésiter à écrire un message à une personne concernée par le handicap qui est déjà passée par là, qui prendra toujours du temps pour venir nous expliquer par où elle est passée, qu'est-ce qu'elle a fait, comment elle a fait pour réussir ce qu'elle fait. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de ne jamais laisser les autres nous rabaisser, de ne jamais laisser les autres nous réduire à notre handicap parce qu'on n'est pas notre handicap. On a une situation de handicap, mais on n'est pas notre handicap. c'est fait. Donc, avoir une vision très positive de son potentiel, de ce qu'on peut faire, même si on n'a pas encore tout le potentiel, on peut le développer. Et donc, aller chercher des outils pour développer son potentiel et aller poursuivre ses rêves. C'est vraiment des actions hyper simples, surtout la première. Moi, j'ai manqué de modèle quand j'étais jeune et j'aurais aimé ça avoir plus de visages. Oui, il faut présenter des modèles à l'écran, mais ce que tu dis est une action qui peut prendre 5 secondes si la personne prend la peine d'aller sur Internet, d'aller chercher handicap entrepreneur. Elle va trouver des modèles partout dans le monde avec des différences complètement différentes. Puis elle va sûrement trouver une personne qui a les mêmes similitudes. Alors de commencer à lire sur son sujet peut montrer justement la possibilité qu'elle se réalise autrement. Mais fait que c'est un effort collectif aussi. La société doit présenter ces modèles-là. Les parents doivent les présenter aussi, mais eux, ils doivent passer à l'action pour les contacter. Écoute, Absolument. déjà, moi, j'ai adoré notre échange. Moi Alors, aussi, mais merci beaucoup à toi. je te remercie, Kim, pour ce que tu fais. Je te souhaite plein de succès là où tu es et j'espère Merci. que J'espère prochainement, pouvoir te rencontrer en personne un de ces jours.